Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et je vous invite à bouger. Nous allons parler de mouvement, de vitesse, alors de mouvement du photographe, de mouvement du sujet, bref, nous allons parler de la maîtrise du net et du bouger, puis nous parlerons de la représentation du mouvement avec des images fixes. Cette présentation comporte 7 parties. Nous commencerons par des photos floues. Et nous poserons la question de savoir pourquoi elles sont floues, l'occasion de réviser notamment le triangle d'exposition. Puis nous parlerons de vitesse de prise de vue et comment ça se fait à l'intérieur même de l'appareil photo. Puis nous nous intéresserons à la façon de faire des photos nettes et tous les moyens possibles pour y arriver. Alors nous commencerons à nous poser la question de savoir pourquoi le mouvement doit absolument être représenté comme quelque chose de net. Et n'y a-t-il pas d'autres moyens de représenter le mouvement avec d'autres procédés? Et nous terminerons par un petit peu de culture photo sur du portrait figé-filé. Je vous laisserai découvrir. Alors nous ferons un petit peu de mécanique, d'optique, d'électronique, de trucs et astuces. Et cette présentation dure environ 1 heure. Bon, alors maintenant, je ne vais pas vous imposer 1 heure de vidéo, je vais la découper en 3. Et donc 3 parties qui permettront de les regarder dans l'ordre ou dans le désordre à votre souhait. Donc nous attaquons cette première vidéo avec les 3 premiers chapitres. Bien, je vous l'avais promis, on va démarrer par quelque chose de flou. Donc ne changez pas de lunettes, c'est normal, c'est prévu. Le commun des mortels pense qu'une photo floue est une photo ratée. Alors le commun des photographes aussi d'ailleurs. C'est pour ça que les photos floues en général on ne les montre pas. Alors c'est une vision un petit peu floue de la réalité car il y a plusieurs sortes de flou. Et puis si vous faites des photos floues, vous serez rassuré de savoir que certains photographes sont devenus célèbres avec du flou. Alors juste un petit exemple, évidemment dans des circonstances très particulières, avant de passer à une mini-lecture d'images de photos floues. C'est un endroit où il y a des manèges, donc du mouvement, des lumières dans tous les sens, et ça permet de s'entraîner à faire des photos plus ou moins nettes. Et c'est le but de ce petit exercice. Alors, j'ai mis en bas de chaque photo, et sur la lecture d'images plus tard également, je mets toujours les exifs, ce qui permet de comprendre la façon dont les photos ont été réalisées. Alors pour cette première photo, j'ai essayé de faire une photo nette. Alors une photo nette, je me dis, ça tourne, ok, je me suis mis au 800e de seconde, il n'y a pas beaucoup de lumière malgré les néons, donc 6400 ISO, donc il y a du grain, ce qui fait peut-être un petit manque de netteté, mais qui ne provient pas a priori de la vitesse de prise de vue. Donc voilà pour cette première photo que j'ai mis pas trop flou. Alors si j'avance un petit peu, bon évidemment il y a le flou de mise au point. Alors ça, bon c'est hors sujet, mais ça fait partie de la catégorie des flous. Hein, on a oublié de faire la mise au point, ou on peste contre son système de mise au point automatique qui ne fonctionne pas. Enfin ça reste la faute du photographe quand même. Hein. Voilà. Quand le manège va commencer à tourner, et si je prends une photo à une vitesse, disons, standard, 125e de seconde, eh bien il va se passer ça. Donc j'ai une photo qui est pas très nette, c'est ce qu'on appelle un léger flou de mouvement. Alors il ne s'agit pas de savoir si c'est esthétique ou pas esthétique, mais on voit bien que le photographe, là, il va commencer à se poser des questions et il va devoir faire des choix. Et que se passerait-il si je baissais la vitesse de prise de vue au maximum? Donc je baisse ma sensibilité, 100 ISO, je ferme mon objectif au maximum, je suis à 20, et ça me donne 1,3 secondes. Et j'obtiens un flou de mouvement tout à fait volontaire, puisque c'est moi qui ai fait les réglages, même si je n'avais pas forcément une idée très précise de ce que ça donnerait au moment où j'ai déclenché. Alors voilà pour les quelques exemples de flou que je pouvais vous présenter. Mais avant d'aller plus loin sur la maîtrise du mouvement, on va peut-être en regarder un dernier. Et là, on parlait du flou de mouvement volontaire. J'ai donc fini mes photos didactiques. La pluie s'est arrêtée de tomber. Je tombe sur cette scène sympathique et colorée. Et je me dis, tiens, je vais faire une photo. Ça s'appelle l'intention du photographe. Ce que vous voyez là n'est que ce que voient mes yeux.
Je prends ma photo et oh surprise, voilà le résultat. Ça s'appelle un flou de mouvement involontaire. Alors bon, on peut dire carrément que c'est un flou de bouger. Que s'est-il passé? Eh bien, ceci va nous permettre de réviser notre triangle d'exposition. En effet, je sortais d'une séance de prise de vue avec des photos en basse vitesse et j'étais en priorité ouverture. Alors, priorité ouverture, hein, A sur Nikon et Sony, AV sur Canon et Pentax, A comme aperture. Alors j'étais réglé sur une ouverture à 5,6, j'avais un petit peu ouvert, et puis j'étais surtout resté en ISO manuel à 100. Et donc que fait l'appareil quand on est en priorité ouverture? Dans ces cas-là, eh bien c'est très simple, il va ajuster la vitesse d'exposition pour rendre l'exposition correcte. Et que va-t-il se passer? Eh bien, il est parti sur 0,5 secondes. Alors il est évident que je n'avais aucune chance de faire une photo nette à main levée à 0,5 secondes. C'est ce qu'on appelle la vitesse subie. L'inverse de la vitesse subie, c'est la vitesse voulue, pourrait-on dire. Alors le meilleur moyen de choisir sa vitesse, c'est bien sûr de passer en mode priorité vitesse. Alors on retrouve le S de speed sur Nikon et Sony, le time value sur Canon et Pentax, et la fameuse molette des vitesses sur les vieux appareils ou les appareils modernes à la mode un peu rétro. Bien. Et là, on va pouvoir choisir. Oui, mais je vais choisir quoi? Vous pourrez me dire la vitesse, bien sûr, mais moi je préfère dire qu'on va choisir comment on va représenter le mouvement, et à partir de ça, en effet, on va sélectionner sa vitesse. Avant d'aller plus loin, je vous propose quand même de regarder quelles peuvent être les causes de bouger. Parce que si l'on veut représenter du mouvement et accepter certaines formes de flou dans le mouvement, il faut quand même bien comprendre qu'on veut éviter le flou de bouger. Je parle bien du flou de bouger accidentel. Parce que le flou de bouger, il est dû au mouvement. Vous avez en effet un photographe, un appareil, un sujet, donc un mouvement relatif entre les deux, et ça se complique un petit peu, parce que bon, il y a un arrière-plan, donc évidemment le sujet se déplace par rapport à l'arrière-plan. Dans l'appareil, il y a un obturateur, un miroir, bon, il y a de moins en moins de pièces mécaniques, certes, mais malgré tout, ça génère des vibrations. L'appareil photo n'est pas greffé sur la tête du photographe. Et puis il utilise différentes focales avec des angles de champ différents, et peut-être que la représentation du mouvement ou du sujet va être différente. Et puis, après tout, le photographe, il n'est peut-être pas complètement statique lui-même par rapport à son sujet. Et puis, oh, si on veut ajouter encore un petit élément, après tout, on est sur la Terre avec une vitesse de rotation de 1700 km/h. Vous ne vous rendez pas compte, mais ça bouge. Si on descend plus dans le détail sur les causes du bouger, en fait, il y en a de 4 natures. Les premières sont des causes neuromusculaires. Contraction, fatigue, état émotionnel, température, stimulant. Hein. Prenez pas trop de café quand vous faites une sortie photo. Vous avez aussi des causes mécaniques. Alors bien sûr, la vibration d'un miroir, un trépied trop léger. Vous avez aussi des causes environnementales, du vent, des vibrations. Alors, vibrations, ça peut être sur un pont qui bouge, par exemple, des bêtes sauvages. Ah oui, ça c'est, je ne sais pas si vous avez essayé de faire des photos dans un marécage avec des moustiques autour. Je vous garantis que la stabilité de la prise de vue en prend un coup. Et puis il y a des facteurs aggravants, et là il y en a toute une tribu avec la vitesse trop basse, l'appareil mal tenu, l'appareil trop léger ou trop lourd. Hein. Et puis quand on appuie sur le déclencheur, il ne faut pas appuyer comme un sourd parce que ça fait bouger l'appareil. Et puis la longueur des focales. Alors on va regarder quelques-uns plus en détail et puis voir comment on peut remédier à ça. L'un des facteurs aggravants, c'est la focale utilisée, surtout si elle est longue. Alors pour illustrer, je crois que le mieux c'est de prendre un exemple et de se dire, je suis en train de prendre une photo
et je bouge pour des raisons neuromusculaires ou autres, je bouge de 2 degrés mon boîtier et l'ensemble boîtier objectif. Si j'ai un grand angle, mon angle de prise de vue est par exemple pour un 28 mm de 75 degrés. Si je bouge de 2 degrés, c'est 2 degrés par rapport à 75. Donc ça va se répercuter certes sur mon capteur, se bouger, mais ça va représenter une toute petite fraction de la scène que je suis en train de capter. Maintenant, si je bouge toujours de 2 degrés mon appareil, mais que j'ai un 200 mm, c'est-à-dire un angle de vue de 12 degrés, eh bien là, ça change tout. Puisque 2 degrés sur 12 degrés, ça va représenter une grosse partie de la scène que je suis en train de prendre. Et donc ça va bouger énormément. Alors je crois qu'on a tous vécu ça, d'essayer de regarder dans des jumelles puissantes à bord d'un bateau. Eh bien on se rend compte que évidemment c'est pas du tout évident de chercher un objet ou d'attraper l'horizon. Et on est un petit peu dans le même phénomène. Donc une toute petite vibration a un impact énorme dès lors qu'on a une longue focale. Bien, après ce petit tour des raisons qui font qu'une photo n'est pas nette, je vous propose de descendre un petit peu plus précisément sur la vitesse de prise de vue et d'aller voir comment ça fonctionne exactement. Bon, je vais vous rappeler quelques définitions que vous connaissez tous, mais bon, ça fait pas de mal de se les rappeler. On a la vitesse, en fait, c'est la vitesse d'obturation ou c'est le temps de pause, c'est-à-dire la durée pendant laquelle le capteur reçoit la lumière. Alors ces durées elles sont normalisées, donc on connaît toutes les durées standards, mais on peut descendre très bas, 30 secondes ou en dessous, ou aller au-delà du millième de seconde, et certains appareils spécifiques vont bien au-delà de ça évidemment. Il y a un mode priorité vitesse, S ou TV comme on l'a vu tout à l'heure, et si on est en mode priorité vitesse, eh bien l'appareil va ajuster au moins l'un des deux autres paramètres avec plusieurs conséquences possibles. Et là, on va reparler du triangle d'exposition. La première des conséquences, ça va être l'impact sur le sujet. Parce qu'en effet, selon la vitesse, surtout si le sujet est en mouvement, on ne va pas avoir le même rendu. Alors on pose souvent la question, mais quelle est la bonne vitesse pour un sujet en mouvement? Ça veut dire que ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du sujet, de sa vitesse lui-même, de son éloignement, de la focale que vous utilisez. Bon, mais ce qu'on peut dire tout de même en général, c'est que quand on est sur des vitesses dites élevées, c'est-à-dire au-dessus du 125e de seconde, bon, on a des grandes chances d'avoir un sujet net, même si celui-ci est en mouvement. En revanche, si on est sur des vitesses plus basses, donc voilà pourquoi, parce que y a moins de lumière, parce qu'on a besoin de laisser l'obturateur ouvert plus longtemps pour faire entrer la lumière. On est dans des situations au 15e de seconde, au 8e de seconde, au quart de seconde. Et bien là, évidemment, si c'est un sujet en mouvement, il va se déplacer et donc risque d'être flou. Et si en plus vous êtes en photographie à main levée, c'est vous-même qui allez bouger et faire un flou de bouger. Alors il y a une deuxième conséquence. La deuxième conséquence, c'est que si vous bougez la vitesse de façon à ce que l'exposition soit correcte, les autres paramètres doivent être ajustés. Alors si vous êtes en priorité vitesse, eh bien la sensibilité et l'ouverture ou la sensibilité s'ajusteront automatiquement. Mais avec un impact de nouveau sur le sujet. Parce que si c'est l'ouverture qui est impactée, évidemment que ça aura un impact sur la profondeur de champ. Si ça ouvre plus, il y aura moins de profondeur de champ. Si ça ferme, eh bien évidemment, vous aurez une profondeur de champ supérieure. Si ça joue également sur la sensibilité, il y a un impact possible sur le bruit. Certains appareils sont très sensibles au-delà de 1600-3200 ISO. Donc, tout a une conséquence, et surtout sur le rendu du sujet. Maintenant que nous avons bien compris ce que doit faire le photographe, moi ce que je vous propose, c'est de nous plonger à l'intérieur même de l'appareil photo et voir comment cette vitesse de prise de vue s'effectue grâce à un dispositif qui s'appelle l'obturateur. Si on remonte un petit peu dans l'histoire, le premier des obturateurs,
ça s'appelle ce qu'on appelle aujourd'hui un bouchon. C'est-à-dire qu'une fois la chambre mise en place avec la plaque sensible, donc le photographe visait son sujet et enlevait le bouchon, la plaque s'exposait et refermait le bouchon. Alors les temps de pause étaient longs, donc il fallait que le sujet reste immobile. On sait que sur les premières photos de Daguerre, par exemple, la pause était de plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Bon, les technologies ont évolué assez rapidement et on a créé ce qu'on appelle les obturateurs, un obturateur central de façon à faciliter la manipulation et éviter de bouger en manipulant le bouchon par exemple. Bon, il y a eu toutes sortes d'obturateurs, à guillotine, à volet, à mèche. Et il en existe un qui n'existe plus, encore que. Ça s'appelle l'obturateur déclenché par la pression d'une poire en caoutchouc, le rubber bulb. Si on appuie sur la poire, l'obturateur s'ouvre. Si on relâche la poire, l'obturateur se referme. Et figurez-vous que ça existe toujours sur nos appareils photo modernes. Ah, et oui, ça s'appelle la pose B, qui vient de bulb. Cette pose B, c'est tout simplement la faculté d'appuyer sur le déclencheur, l'obturateur s'ouvre, d'attendre un certain temps, 1 seconde, 10 secondes, 1 heure, 10 heures, autant que vous voulez, notamment quand on fait des photos de nuit très très longues ou de la photo astronomique, et de relâcher l'obturateur, et dans ce cas-là, l'obturateur se ferme. C'est exactement le même principe. Dans les années 1860, on a inventé un nouveau type d'obturateur. On l'appelle l'obturateur plan focal parce qu'au lieu d'être situé près de l'objectif, il est situé à l'arrière, tout près de la surface sensible. Alors c'est un gros avantage parce que ça va permettre de libérer l'objectif et donc de pouvoir avoir des objectifs interchangeables. Et d'autre part, c'est un système à rideau mécanique qui permet une palette de vitesses qui n'existait pas avant et d'aller sur des vitesses beaucoup plus élevées. Alors le système est simple. Si je déclenche, le premier rideau s'ouvre et peut exposer le temps voulu la scène, et le deuxième rideau se referme. J'ai pris l'exemple du 125e de seconde. À cette vitesse-là, le premier rideau est arrivé au bout alors que le deuxième n'a pas encore commencé à se fermer. Ce qui fait que l'intégralité de la surface sensible est exposée. Mais, si on va à des vitesses supérieures, par exemple le millième de seconde, on se rend compte que le premier rideau n'est pas encore arrivé au bout, que le deuxième commence à se fermer. Ce qui fait que pendant 1 millième de seconde, on expose petit à petit le capteur sur une frange seulement de la scène. Mais ça permet d'avoir des vitesses très élevées et de pouvoir figer un sujet en mouvement par exemple. Alors c'est un inconvénient, c'est que quand on travaille avec des flashs par exemple, eh bien ça va avoir un impact. La photographie au flash mériterait une présentation complète évidemment, mais s'agissant uniquement de la partie obturateur, il faut quand même signaler un point, c'est que chaque appareil photo dispose d'une vitesse que l'on appelle la vitesse de synchro flash. Ça correspond à la vitesse maximale, alors en général 250e ou 125e de seconde, pendant laquelle le capteur est exposé à l'intégralité de la scène. C'est-à-dire que le premier rideau est ouvert et le deuxième n'est pas encore fermé. Ce qui permet, s'il s'agit d'une photo pour laquelle l'apport de lumière vient du flash, de déclencher le flash et d'exposer l'intégralité de la scène d'un coup. Si on dépasse cette lumière, le flash va quand même se déclencher, mais il ne va exposer qu'une partie de l'image parce que le premier rideau ne sera pas encore fermé, que le deuxième sera déjà déclenché. Et vous aurez une bande de lumière verticale qui sera exposée peut-être correctement, mais tout le reste sera dans l'obscurité. Donc ne pas dépasser cette vitesse synchro-flash. Alors il existe des moyens d'y pallier, mais ça devient un petit peu plus sophistiqué, on sort largement de ce module. Donc voilà pour les obturateurs à rideaux horizontaux. Mais il faut savoir que la technologie évolue
Et aujourd'hui, on a des obturateurs plan focal qui ne sont plus en textile, mais qui sont à lamelles et qui sont verticaux. Alors l'avantage du vertical, c'est que ça permet d'obtenir des vitesses d'obturation beaucoup plus rapides. Mais le principe reste le même. D'ailleurs, sur un appareil réflexe, voici comment ça fonctionne. Le miroir, pour les appareils qui ont encore des miroirs, se lève, le premier rideau descend et le deuxième rideau descend ensuite. Donc le principe est exactement le même. Les technologies évoluent encore et les pièces mécaniques disparaissent au profit des pièces électroniques. Et aujourd'hui, nous avons des obturateurs électroniques qui permettent des déclenchements à des vitesses bien supérieures, des déclenchements silencieux, plus mécaniques, et une fiabilité supérieure. Merci d'avoir terminé cette première partie qui était un petit peu technique et qui répétait probablement des choses que vous connaissiez déjà. Et je vous invite maintenant à une deuxième partie où l'on va regarder comment on peut fabriquer des photos nettes par tous les moyens possibles de stabilisation. Et nous nous poserons la question de savoir comment représenter un mouvement grâce à une image fixe.